Donner son sang. Une démarche noble, altruiste. Mais pour sauver des vies, le plus admirable, c'est d'aller jusqu'à donner son plasma ou ses plaquettes. Problème. Ce geste présenterait un risque toxique. Au cœur du dysfonctionnement, des machines de la société américaine Haemonetics qui équipent encore aujourd'hui les établissements français du sang. Et il y a potentiellement un risque d'entrée d'air dans le circuit et une contamination bactériologique. Ce que je remarque, c'est qu'il y a une culture du silence dans l'établissement français du sang. Derrière, il y a des patients, il y a des donneurs, il y a un problème de sécurité sanitaire grave. Et là, vous vous dites qu'il y a forcément un problème au plus haut niveau. Au cours de notre enquête, nous avons découvert que les machines Haemonetics produiraient des microparticules potentiellement cancérogènes. Que les autorités sanitaires françaises tardaient à prendre la mesure du problème. Et que la multinationale américaine Haemonetics, déjà au cœur du scandale du sang contaminé dans les années 80, continuait de prospérer en France. Haemonetics is committed to advancing the safety, quality, and availability of the world's blood supply, from the arm of the donor to the arm of the patient. Opacité, business, lanceur d'alerte écartés. Tout au long de notre enquête, nous avons sollicité la multinationale américaine et les autorités sanitaires françaises. Mais bizarrement, personne n'a accepté de nous parler. On a fait juste une vidéo dans un centre, mais on n'a pas eu de réponse des dirigeants, monsieur. Donc on est transparent. Trois ou 4 fois par an, Thierry se rend dans un des établissements français du sang pour effectuer un don un peu particulier. Bonjour mesdames, j'ai un rendez-vous pour un don de plasma. Le plasma, c'est ce liquide jaune, riche en protéines et qui forme la plus grande partie du sang. Il sert à fabriquer des médicaments ou à soigner des blessés. Pour un don de plasma qui dure 1h30, contre 30 minutes pour un don de sang classique, il faut fractionner le sang du donneur, c'est ce qu'on appelle un don par aphérèse. Le plasma, il est filtré à cet endroit-là et après, il s'écoule directement dans la poche là. Contrairement à un don de sang classique, qui ne présente pas de risque particulier, le don par aphérèse, moins fréquent, consiste à extraire de votre sang votre plasma, vos plaquettes ou vos globules rouges, puis à vous réinjecter votre sang dans votre corps. En 2017, en France, on comptait près de 450 000 dons par aphérèse. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter chaque année. Mais ce que les donneurs ne savent pas, c'est que certaines des machines utilisées présentent de graves défaillances. Notamment la PCS2 pour le plasma et la MCS+, pour les plaquettes. 2 appareils commercialisés auprès des hôpitaux ou des établissements français du sang par la marque américaine Haemonetics. À L2, ces machines représentent 51% du parc français. Nous allons vous dévoiler un dysfonctionnement qui impliquerait l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Établissement français du sang et la société américaine Haemonetics. Pour bien comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. Donc, je m'appelle Alexandre Berthelot, je suis l'ancien dirigeant d'Haemonetics France. Pourquoi ancien ? Alors, je suis ancien dirigeant d'Haemonetics France parce que j'ai été licencié pour diffamation et déloyauté de mon poste de directeur commercial Europe de l'Ouest. Alexandre Berthelot a 50 ans. Il a été le dirigeant de Haemonetics France de 2011 à 2015. Mais si Alexandre était à l'époque le gérant de la filiale française basée dans les Yvelines, il avait en fait peu d'influence au sein de la maison mère.
une multinationale pharmaceutique américaine réalisant 900 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Tout le pouvoir est concentré entre Haemonetics Europe, basée en Suisse, et Haemonetics Corporation, aux États-Unis. C'est important pour comprendre la suite. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que rien ne fonctionnait dans cette entreprise. Que ce soit les relations sociales, où on ne permettait pas aux élus et aux délégués du personnel de s'exprimer normalement. D'ailleurs, j'ai découvert quand je suis arrivé qu'on les choisissait, et puis ceux qui voulaient être élus, on mettait une pression sur eux pour pas qu'ils le soient. Donc, à tous les stades de cette entreprise, on avait affaire à un problème de dysfonctionnement. Jean-Philippe Huréchaud, lui, a été recruté par Haemonetics en 1987. La société venait tout juste de s'installer en France. Technicien de maintenance, il a gravi tous les échelons pour finir responsable commercial. Son créneau à lui, c'est le terrain. J'étais attiré par le fait d'une structure qui démarrait, qui se développait, et pouvoir me déplacer et surtout avoir du contact avec les gens, avoir du relationnel. Voilà. On sortait une nouvelle machine à peu près tous les 1 ou 2 ans. Donc il y avait des problèmes, en fait on essuyait les plâtres, quoi, tout simplement. Donc c'était de la mise au point, de la mise au point, de la mise au point. Mais rien de comparable à ce que l'on a vécu par la suite. En rejoignant Haemonetics, Alexandre et Jean-Philippe étaient loin d'imaginer ce qui les attendait. Fin 2011, survient une première alerte. Quand est-ce que vous vous rendez compte pour la première fois, vraiment, qu'il y a un réel problème avec les machines Haemonetics ? Alors la première fois, c'est par un client, en fait, qui est l'EFS Rhône-Alpes, qui me demande de venir pour discuter d'un problème particulier, qui est le problème de la maintenance. Et là, il m'explique que les machines tombent de plus en plus souvent en panne, et m'explique que la facturation du service technique a explosé au cours des derniers mois. Ils ne comprennent pas pourquoi. Et donc, j'en réfère immédiatement à Alexandre Berthelot, qui est mon chef, et je lui demande de venir avec moi pour entendre ça. Après un petit tour sur le terrain, Alexandre décide d'alerter sa direction. Et donc, vous prenez votre téléphone, vous appelez votre boss, qui était à l'époque le vice-président Europe. Et là où vous pensez qu'il va y avoir une réaction de compréhension et de soutien, vous vous rendez compte que vous avez mis le doigt dans la fourmilière et que ça se retourne contre vous et qu'on vous agresse violemment au téléphone. Et Jean-Philippe va découvrir un second souci. Les pièces de rechange envoyées par le siège américain poseraient problème. J'ai l'avantage d'être en relation très intime avec le personnel technique. Il m'explique que quand ils reçoivent des pièces détachées, il arrive qu'en ouvrant le carton pour changer la pièce, ils ont honte de la sortir du carton parce qu'ils se rendent compte que c'est une pièce usagée, avec des traces de sang dessus. Donc il m'appelle en me disant je suis sur tel secteur, je suis là. Écoute, je suis venu dépanner la machine, mais je peux pas. Et la pièce, je la remets dans le coffre. Je veux pas que le client voit ça parce que là, il y a véritablement un problème. En interne, on m'a toujours soutenu que les pièces détachées d'occasion chez Haemonetics n'existaient pas. D'ailleurs, il y avait même une réunion qui a été organisée un peu avant où le vice-président chargé du service après-vente Europe avait les yeux dans les yeux auprès du directeur général de l'EFS, affirmé qu'il ne pouvait pas y avoir de pièces détachées d'occasion, puisque chez Haemonetics, dans le monde entier, il n'y avait pas de pièces détachées d'occasion. Mais le 14 décembre 2012, coup de théâtre. Face aux signalements qui s'accumulent, le président Europe de Haemonetics, James Vincent Wolfe, reconnaît finalement auprès de l'établissement français du sang que sa société utilise bien des pièces détachées usagées.
Devant moi, il avoue que Imonetics utilise des pièces détachées d'occasion. Donc, évidemment, pour moi, ça a été une surprise, sans être une surprise, mais ça a été une confirmation officielle, puisque je ne pouvais pas m'imaginer qu'on allait découvrir au fur et à mesure, en réalité, qu'on avait un trafic de pièces de récupération qui était organisé par la direction suisse. Après plusieurs mois de déni de Imonetics, le directeur général de l'établissement français du sang, à l'époque Stéphane Noël, demande fermement des explications. En témoigne ce mail qu'il envoie début 2013 à la firme américaine pour lui reprocher ses mensonges. Ces propos ont clairement induit l'établissement en erreur, ce qui est extrêmement grave et regrettable. Nous souhaitons disposer d'explications précises sur les raisons pour lesquelles de telles affirmations ont été tenues auprès de l'EFS, alors même que vous avez reconnu avec sincérité que l'utilisation de pièces détachées usagées avait effectivement eu lieu. L'EFS n'échangera plus et ne signera plus aucun contrat ou acte avec des personnes concernées par ces affirmations jusqu'à ce que la lumière soit faite sur cette situation. Mais quelques mois plus tard, rebondissement. Son supérieur, François Toujas, le président de l'EFS, conclut un protocole transactionnel avec Imonetics. En échange du remboursement de quelques pièces usagées pour un peu plus de 35 000 € et de 10 000 € pour des devis litigieux, il continue de collaborer avec la firme américaine et abandonne l'idée d'un procès. L'EFS renonce à toute pénalité, réclamation, instance et action ultérieure sur quelque fondement juridique que ce soit à l'encontre de Imonetics. On a commencé à comprendre, ou à penser, si ce n'est comprendre, penser qu'on avait un vrai problème et que ça se passait au-dessus de nous. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des relations directes entre le plus haut niveau des établissements français du sang et la direction d'Imonetics Monde. Parce que c'est inimaginable de voir une situation aussi dysfonctionnelle et qui aboutit à on se tape dans les mains et tout va bien. On a souhaité comprendre pourquoi François Toujas, le patron de l'EFS, où près de 2 millions de personnes viennent donner leur sang chaque année, a conclu un tel protocole confidentiel avec Imonetics. Il a refusé toute interview, mais nous a fait adresser ce mail. Sur la question particulière du protocole transactionnel que vous évoquez, sachez que l'EFS a agi et continue d'agir en ayant comme objectif premier de protéger ses intérêts et de faire valoir ses droits pour la continuité des missions de service public transfusionnels. Dans le mail de l'EFS, pas un mot sur d'éventuels risques pour la santé des donneurs et patients. Fin 2012, Alexandre et Jean-Philippe vont être informés d'un second problème, encore plus préoccupant. Un des établissements français du sang m'appelle en me disant Jean-Philippe, viens voir, on a quand même quelque chose de très particulier. Et il me dit voilà, les machines font du bruit, les bols font du bruit. Et là, on a tout à fait par hasard, en passant devant, en débranchant le donneur quand la procédure était terminée, on soude la poche de plasma, on l'envoie en préparation. Et là, au moment d'envoyer la poche, il y a quelqu'un qui a regardé, qui a vu des particules noires qui flottaient dedans. Et ces événements-là se produisent de plus en plus. Je constate moi-même sur le terrain que les machines font du bruit, que les bols vibrent, qu'il y a des choses bizarres. Et je vois tomber dans ce plasma une espèce de boue grise, très très fine. Je prends des photos. Effectivement, à la fin de la procédure, les particules étant très fines et sont dissoutes, on ne les voit plus. Et là, je me rends compte que le premier épisode où on a vu visuellement une particule parce qu'elle était grosse, en fait, cachait certainement autre chose, c'est-à-dire peut-être des particules non visibles. Là, c'était le cas. Et donc là, effectivement, on a commencé à s'inquiéter énormément.
Ces particules noires, les voici, photographiées par le personnel des différents établissements français du sang. Dès 2010, ils avaient signalé et documenté leur présence dans ce qu'on appelle des fiches de matériaux-vigilance. Des fiches transmises à l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. D'après notre enquête, ces particules noires retrouvées dans les machines Haemonetics seraient causées par 2 phénomènes. D'abord, l'usure des joints, qui tendent à se décomposer sous forme de microparticules qui se disséminent dans le sang. Or, souvenez-vous, lors d'une transfusion sanguine paraphérèse, le sang du donneur lui est réinjecté. D'où un risque que des microparticules pénètrent dans son corps. Donc c'est des nanos, des micro-poussières. À partir de 100 microns, vous pouvez les voir, les poussières, mais en dessous de 100 microns, c'est la limite de l'œil. Donc ça, c'est le premier danger, qui est le danger toxique. Second problème, le couvercle des kits de prélèvement est mal ajusté. Pour Alexandre, des bactéries présentes dans l'air pourraient s'introduire. Après, vous avez un danger qui est un danger bactériologique, ce qui est extrêmement grave, parce qu'en particulier pour les plaquettes, elles sont conservées 5 jours à température ambiante, dans un milieu de culture. Donc ça veut dire que si vous contaminez les plaquettes, vous risquez d'avoir après de graves accidents transfusionnels liés à cette contamination. Et le troisième danger, c'est le danger des opérateurs qui sont là et qui absorbent et qui inhalent des poussières qui viennent de ces dispositifs. Suite à différents incidents où des particules noires ont été repérées à Bordeaux, Strasbourg, Le Mans, Troyes ou même à La Réunion, les autorités sanitaires commencent à s'inquiéter. Et par un incroyable quiproquo, Alexandre va se rendre compte que sa direction est parfaitement au courant du problème. Au printemps 2014, il se retrouve invité par erreur à une conférence téléphonique confidentielle où les dirigeants de Haemonetics Europe et Monde évoquent le problème de ces microparticules. Je me connecte dans ma voiture à cette conférence téléphonique où personne ne me demande mon avis, bien évidemment, puisque je ne suis pas censé y participer. Et je découvre au fur et à mesure en fait, que c'est Alexandre qui est le directeur financier d'Haemonetics Europe qui devait participer. Incroyable. Ce jour-là, la direction a invité le mauvais Alexandre. Et là, vous écoutez le responsable de la R&D Monde, le directeur médical Monde, vous entendez le responsable technique Europe, les responsables qualité, donc toutes les personnes qui sont censées faire en sorte que tout ça fonctionne bien dans le meilleur des mondes et que ce soit pas dangereux pour le donneur et le patient, dire tout ce qu'on a dit à l'ANSM, bravo, vous avez bien travaillé, ils y ont cru. Voilà. Je me suis procuré l'enregistrement de cette téléconférence secrète. Écoutez bien. Le responsable de la recherche biomédicale de Haemonetics Europe va effectivement suggérer à ses collègues de décourager les autorités sanitaires françaises de lancer des enquêtes. C'est une communication que l'on doit faire à l'ANSM et qui est la même à l'EFS. Ce sera de dire, Cosbol circulé, il n'y a rien à voir. Il va falloir le tourner comme il faut, oui, quand même. Cause centrifugeuse circulée, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Et pourtant, ce haut responsable de Haemonetics connaît parfaitement l'existence du problème des microparticules, notamment avec les machines à plaquettes MCS+, en fonction en France. Mon opinion, c'est que je suis persuadé que 90% des MCS françaises, elles ont le couvercle mal ajusté. Tout simplement parce qu'on l'a vérifié au moment où on avait les particules noires et qu'il n'y a pas de raison que ce soit amélioré depuis puisqu'on n'a rien fait. On est dans la merde, quoi. Et là, vous tombez votre chaise. Heureusement que j'étais dans ma voiture, parce que là, je m'en souviendrai toujours. Je me suis garé, j'étais devant Ikea à Franconville et j'étais sidéré, quoi. Il a fallu que je m'arrête. Voilà. Désormais convaincu que le don paraphérèse présente un risque pour la santé des donneurs et receveurs, Alexandre et Jean-Philippe vont continuer à poser des questions à la direction suisse de Haemonetics. Nos lanceurs d'alerte ont-ils ouvert la boîte de Pandore ? En tout cas, ils ont rapidement le sentiment qu'ils dérangent, voire que la multinationale américaine cherche à les faire partir.
L'objectif, c'est vraiment de harceler la personne et qu'elle parte d'elle-même. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc on va organiser un faux plan social, on va virer tous vos collaborateurs. Vous allez passer d'une structure de 40 personnes, 49 personnes, avec des ingénieurs, des techniciens, etc., à une structure de 7-8 personnes. Et puis les 7-8 personnes qui restent dans les bureaux, on va encore tous les virer. Et puis un jour, on se retrouve tout seul, comme je l'ai été, sur 300 mètres carrés de bureau, et on vous demande de faire le travail de tout le monde. Alors, je me suis retrouvé comme seul salarié dans les bureaux d'Haemonetics France. Et j'arrivais quand même à m'en sortir avec l'aide de Jean-Philippe Réchaud. On se débrouillait, c'était absolument abominable. Hein. On travaille, on n'a pas le choix, on essaie de faire tout ce qu'on peut, donc on essaie de faire tourner ça à deux. On ne dort plus. Nos nuits, c'est 2-3 heures. Les week-ends, il n'y en a plus. Et à un moment donné, la direction suisse se rend compte que vous arrivez quand même à faire le job parce que vous avez les moyens techniques. Donc on vous coupe les moyens techniques. Et là, on vous dit d'aller à la poste pour envoyer les documents. Il faut les imprimer, il ne faut plus les envoyer de manière électronique parce que le scanner électronique qui fonctionne sur l'ordinateur, comme par hasard, il tombe en panne. Voilà. Et on ne vous répare pas le scanner. On fait tout pour vous mettre dans une situation de détresse morale intense. Voilà. Donc là, on est très très fatigué. Et en 2015, en fait, on tombe malade, tout simplement. Et on ne s'en remet pas. C'est-à-dire qu'il nous pousse et on tombe. Donc on tombe tous les deux. Et donc, votre santé se dégrade de plus en plus. Alors, vous allez voir votre psychiatre qui vous met un antidépresseur, puis 2 antidépresseurs, puis un anxiolytique, puis un machin, puis un truc. Puis à un moment donné, vous êtes lourdement médicamenté, et puis vous êtes une sorte de zombie, quoi. Voilà. Mais un zombie qui a encore de l'énergie, qui se lève, qui a 2 heures, 3 heures à peu près d'énergie dans la journée, et qui essaye de continuer à se battre. Voilà. Vous rampez. C'est un symbole. Puis à la fin, vous en êtes comme moi, vous avez des étourdissements toute la journée, vous vous baladez en canne, voilà. Moralement, à ce moment-là, je suis complètement détruit. Oui. J'ai pensé un grand nombre de fois, et ça m'arrive encore, d'arrêter tout ça. Mais d'arrêter tout ça physiquement, quoi. C'est la dépression sévère et c'est les idées noires, quoi. Voilà. C'est-à-dire que vous pensiez au suicide? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Bien sûr. Sollicité sur ces accusations, Haemonetics n'a pas souhaité s'exprimer. Après avoir averti en interne sur le danger des machines Haemonetics, nos lanceurs d'alerte préviennent l'Établissement français du sang, l'ANSM et la Direction générale de la santé. Entre 2015 et 2017, 7 alertes sont envoyées aux autorités sanitaires. Au printemps 2017, ils finissent par être reçus par l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales. Là, vous lancez les alertes publiques, vous êtes à un moment reçu par les autorités sanitaires. Oui. Comment ça se passe? De manière bienveillante et sans aucune écoute. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui ont déjà décidé que c'était pas grave. Alors que pourtant nos alertes sont bien construites, avec des éléments de preuve extrêmement forts, on arrive quand même effectivement à être entendu. C'est comme ça qu'on a été entendu par l'IGAS. Alors l'IGAS, c'est encore autre chose, mais c'est que ce sont des gens qui surveillent justement le bon fonctionnement des institutions quelque part. Donc on se dit, il y a eu effectivement, les alertes ont porté. Et à la fin de la conversation, il y a quand même quelque chose d'assez particulier, c'est que ils éteignent leur enregistreur et nous disent avant de partir, on a quelque chose à vous dire. Surtout, ne vous inquiétez pas, on est en période préélectorale, donc il va y avoir l'élection présidentielle. Pas d'inquiétude, le résultat de l'enquête, ce ne sera pas avant, ce sera forcément après, bien évidemment.
En ce mois de mars 2017, les inspecteurs de l'IGAS auraient donc retardé leur enquête sous prétexte de l'élection présidentielle. Alors là, c'est sidéré, quoi. Vous dites, mais où je suis? Est-ce que c'est bien 2 inspecteurs de l'IGAS? Donc là, c'est encore une douche froide. Là, on se rend compte qu'on est rentré dans un mur. On a Emonix contre nous. On a l'ANSM contre nous. Le FS contre nous aussi, quelque part, puisqu'eux n'ont rien fait pour arrêter ces machines. Donc, ça nous a aussi détruit encore plus. Et on terminera, je dirais, ces conversations par une conversation épique, qui est totalement incroyable. C'est la demande du président de Toujas qui demande à nous rencontrer. Petite précision, quand le président de l'EFS convoque nos lanceurs d'alerte, cet énarque de 60 ans aimerait que le gouvernement le nomme pour un second mandat. Donc là, on s'est dit, tiens, il va y avoir un échange, il va nous expliquer ce qui va se passer, mais c'est certainement la fin des problèmes. Et là, grosse surprise, en fait, les seules choses qui ressortent de la discussion, les premières paroles, c'est « Vous voulez quoi ?» Je dis, on ne comprend pas votre question, hein, expliquez un petit peu plus. Vous voulez détruire ma carrière, c'est ça? Si vous continuez, vous allez le faire. Et en fait, la personne qui dirige les établissements français du sang nous a convoqués pour nous demander ce qu'on voulait faire. Est-ce qu'on voulait détruire sa carrière? C'est ça qui l'intéressait. Il n'a pas parlé des donneurs, des receveurs, rien. Ça ne l'intéressait pas du tout. De nouveau sollicité par mail, François Toujas n'a pas souhaité nous donner sa version des faits. En juin 2017, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé finit tout de même par lancer une enquête sur les risques de dons par aphérèse. Comme souvent, elle constitue un comité scientifique spécialisé temporaire, un CSST. En octobre 2017, il conclut un risque toxique possible avec 2 fabricants, dont Imonetics, et tire le signal d'alarme. Si une évaluation des risques fiable n'est pas obtenue très rapidement, il faudra envisager la suppression des dispositifs médicaux contenant des joints mobiles, type graphite, céramique, qui peuvent libérer des substances connues pour leur toxicité potentielle à faible dose. L'exposition de particules dans les échantillons biologiques humains étant déjà identifiée, le risque toxique est donc possible. Et là, à ce moment-là, quand vous voyez les conclusions du CSST, qui vont dans votre sens pour le coup, là vous dites c'est bon, si des scientifiques le disent... On a gagné. Là on se dit on a gagné. Donc on est soulagé. On se dit on a été écouté, on est soulagé, les experts disent la même chose que nous. Mais un mois plus tard, surprise, l'ANSM décide de maintenir les machines en fonctionnement. La conclusion de l'ANSM, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a aucun danger, tout va très bien, les machines ne sont pas arrêtées, et en plus on nous sort, on nous crée un concept intellectuel que je ne connaissais pas, alors que je suis toxicologue de formation, qui est le rapport bénéfice-risque positif pour un donneur. Alors là, je dois avouer qu'il fallait quand même l'oser. Ça veut dire qu'on considère qu'il y a un bénéfice pour un donneur et on considère que le risque est acceptable. Et, je peux affirmer qu'il n'y a aucun bénéfice pour un donneur à donner son plasma, clairement. C'est un geste altruiste qu'il faut féliciter, ce n'est pas un bénéfice. Et par contre, le risque, lui, il est décalé à 0. Ce n'est pas un patient, c'est un donneur. Et Alexandre n'est pas le seul à s'étonner que l'ANSM n'ait pas suspendu les machines. L'un des experts du comité scientifique de l'ANSM, qui avait tiré le signal d'alarme, ne comprend pas non plus pourquoi l'agence n'a pas pris le temps d'évaluer les risques de façon fiable, comme lui et ses collègues l'avaient recommandé. Il y a une dangerosité d'autant plus nette qu'on n'a pas les éléments pour la contrôler. Donc nous, on a fait un rapport, on a été un peu surpris que les éléments de ce rapport n'aient pas été pris en compte. Bon, je pense que il y a des choses que vous ne voyez pas là pour l'instant, mais c'est-à-dire, disons que certaines des préconisations qu'on a faites n'ont pas été prises en compte et c'est dommage.
Ouais. Parce que ça sert à rien de demander à différents experts de se réunir pendant plusieurs mois sur les dossiers, le temps passe des commissions, si finalement on prend quasiment pas ça en compte, ça c'est un peu dommage. Mais ça, vous savez pourquoi ça n'a pas été pris en compte ou pas? Alors là, je sais pas, hein. Enfin, je sais pas du tout. Mais c'est-à-dire, quand vous m'avez dit, il y a des choses que je ne vois pas, c'est-à-dire? Je peux pas vous le dire. Mais pourquoi? Ce que vous voyez, c'est une facette du problème. Pourquoi la NSM n'a-t-elle pas suivi les recommandations de ses propres experts? Elle aussi a refusé toutes nos demandes d'interview. Mais là, on se pose vraiment la question. On se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Et par chance, quelqu'un nous contacte. Et en fait, c'est celui qui est le 3e lanceur d'alerte, donc Guilain Cabantous de la CGT. Cabantous ou Cabantou? On dit Cabantou. Cabantou? Dans la famille, mais enfin, la plupart des gens prononcent le S. Ça fait plus de 20 ans que Guilain Cabantou travaille à l'établissement français du sang. Il connaît l'institution par cœur. Ce que je remarque, c'est qu'il y a une culture du silence dans l'établissement français du sang, qui est probablement due au choc qu'on a eu, qui fait suite au scandale du sang contaminé. L'affaire, Guilain va la découvrir en février 2017, par un article de Mediapart qui révèle que l'EFS avait été alerté de dysfonctionnement chez Immunetics dès 2015. À l'époque, nos lanceurs d'alerte avaient effectivement envoyé un dossier à François Toujas. Donc on m'apprend que Mediapart a écrit un article qui concerne un scandale, Immunetics, sur l'activité du don du sang. Le président de l'EFS ainsi que 2 syndicats de l'EFS ont reçu des dossiers de lanceurs d'alerte Immunetics. Et j'apprends par les syndicalistes un des syndicalistes qui a reçu ce dossier, qu'il a donné le dossier au président de l'EFS et qu'à aucun moment, il ne révélera le contenu de ce dossier. Le président de l'EFS qui est M. Toujas? Oui. Guilain va réussir à mettre la main sur ce fameux dossier Immunetics. En août et novembre 2017, il produira 2 alertes, l'une à sa direction et l'autre vers le ministère de la Santé. Fin 2017, suite à ces alertes, il est convié avec des collègues du syndicat à une réunion organisée par la Direction générale de la Santé. Oui, dès notre arrivée, nous sommes accueillis par le directeur général de la Santé, le professeur Vallée, qui, nous l'apprendrons lors de la réunion, est extrêmement au courant des affaires, tout ce qui concerne la filière sang. Et il nous dit très rapidement que nous avons mis le doigt sur un événement extraordinaire, une bombe, que Immunetics est un acteur tellement gros de la filière plasma mondiale que finalement la France ne souhaitera pas le mettre en difficulté. Parce que si, selon ce monsieur, on déstabilise un acteur aussi important de la filière plasma en tant que producteur de machines, alors les machines risquent d'être interdites dans le monde entier, ce qui risque de faire augmenter le prix du plasma, au moins temporairement. Or, comme la France importe une grande partie du plasma pharmaceutique, c'est-à-dire du plasma qui sert à fabriquer des médicaments, et que ce plasma est très cher, si Immunetics est déstabilisé, alors la France devra payer ce plasma encore plus cher et aura même des difficultés peut-être pour l'obtenir. Et que c'est la raison pour laquelle les machines ne seront pas interdites. Contacté, le professeur Vallée conteste avoir tenu de tels propos, mais il n'explique pas pourquoi les autorités sanitaires n'ont pas lancé d'enquête, comme le recommandaient les scientifiques du CSST. Début 2018, les autorités sanitaires reçoivent pourtant de Immunetics une information clé. Les joints des machines contiennent notamment du chrome, de la silice et du formaldéhyde. Des substances classées cancérogènes de catégorie 1 par l'Union européenne, la plus dangereuse. En mai 2018, cette information et l'inaction des autorités sanitaires
va pousser nos 3 lanceurs d'alerte à porter plainte contre Immonetics, l'EFS et l'ANSM pour mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée et non-respect d'une procédure de retrait. On a voulu savoir comment l'EFS et son président François Toujas réagissaient à cette plainte. Mais ils ont refusé toutes nos demandes d'interview. Alors, on a décidé d'aller sur place. Alors là, on se trouve devant le siège de l'EFS, juste en face de moi. C'est d'ici que devrait sortir François Toujas. Notre but, c'est de l'intercepter durant la pause déjeuner quand il va sortir pour aller manger. Ah, Denis, go. Vous avez. Il fait demi-tour. Crec. Monsieur Toujas. Monsieur Toujas, bonjour. Comment allez-vous? Pourquoi vous faites demi-tour, monsieur Toujas? Pourquoi vous ne voulez pas répondre à notre demande d'interview? Je vous avez déjà dit qu'on avait répondu. Vous nous avez envoyé juste un petit mail. Est-ce que vous voulez pas qu'on se pose? On fait une interview formelle, vous et moi, monsieur Toujas? Non, parce qu'il y a une information judiciaire, donc on ne peut pas faire ça. Vous avez le droit de répondre à nos questions quand même. C'est des interrogations, monsieur Toujas. On vous a accueilli chez nous. Oui, on a fait juste une vidéo dans un centre, mais on n'a pas eu de réponse des dirigeants, monsieur. Donc on est transparent. Bon, bah c'est la porte, hein. En juin 2018, alors que nos lanceurs d'alerte viennent de porter plainte, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui, la ministre de la Santé participe à une opération de promotion de l'EFS pour le don de sang. Derrière elle, François Toujas. J'ai beaucoup donné mon sang dans ma vie, beaucoup donné de plaquettes, du plasma, donc je connais bien l'exercice et donc je me sens très bien. Le don du sang, c'est cette façon engagée aujourd'hui d'être solidaires les uns des autres. Mais quelques semaines après cette vidéo promotionnelle, un nouvel incident Immonetics se produit dans les Hautes-Pyrénées. Le 24 août, on apprend que sur le site de Tarbes, une machine a produit des particules noires. Suite à cet énième incident, l'EFS Occitanie établit une nouvelle fiche de matériaux-vigilance qui décrit une myriade de particules noires. Il s'agit manifestement d'un relargage particulaire très important et il y a lieu de redouter une restitution de particules au donneur. Mais le 4 septembre, surprise. En réponse à une question d'un député, et malgré l'incident de Tarbes, la ministre de la Santé confirme à nouveau le maintien en service de toutes les machines Immonetics. En tout état de cause, un arrêt brutal de l'utilisation des machines d'aphérèse de la société Immonetics conduirait à une grave pénurie de plasma pour le fractionnement dans une situation déjà extrêmement tendue en matière d'approvisionnement du marché en médicaments dérivés du sang. Mais l'incident à Tarbes est tellement important que quelques jours plus tard, le 13 septembre, l'ANSM est finalement contrainte de suspendre les 300 machines plasma PCS2 de Immonetics en fonction en France. Vous dites quoi là à ce moment-là? C'est mon camarade Jean-Philippe qui m'appelle, qui me le dit, et moi je le crois pas. Je dis c'est pas possible. Et c'est ce qu'a fait l'ANSM parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ont eu de la malchance. C'est-à-dire que pas vu, pas pris, je vous l'avais dit, hein, les nanoparticules, ça se voit pas, le formaldéhyde sous forme de gaz, ça se voit pas, quand vous avez des particules qui font plusieurs millimètres, ça se voit. Et ils ont pas pu être dans le déni. Donc il y a toute une série d'événements qui arrivent, mais là, du fait de la plainte qui est déposée, à mon avis, ils sont obligés de relever les plus gros et de les déclarer enfin. Parce que ce style d'événements, moi j'en ai plein dans mes alertes. Combien à peu près? Moi, j'en ai récupéré une trentaine au moins de particules noires comme ça. Et sachant que je n'ai pas un accès ouvert à l'ensemble de ce qui s'est passé. Il y en a depuis, moi j'en ai dans mon stock de matériaux-vigilance depuis 2011. À aucun moment, cette production de particules noires n'avait entraîné l'arrêt de machines. Pourquoi les autorités sanitaires ont-elles tant tardé pour suspendre les machines alors qu'une centaine d'incidents avaient été signalés depuis 2010 ? Pourquoi la l'ANSM n'a-t-elle pas suspendu les machines dès octobre 2017 pour évaluer les risques de façon fiable, comme le préconisait son comité scientifique ? Pour avoir une réponse, on s'est dit qu'on devait demander à la plus haute autorité sanitaire en France, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
On a d'abord envoyé un mail, mais pas de réponse. Du coup, direction le Sénat, lors de la séance des questions au gouvernement. Premier essai. Madame Buzyn, bonjour. Yanis Mamdi, je travaille aux médias. Est-ce que vous auriez 2 petites minutes à m'accorder? Je voulais vous parler de Immonetics. Je sais pas si merci. Je voulais vous parler de Immonetics, Madame Buzyn, vous n'aurez pas 2 secondes? Je suis désolée. Raté. Pas démoralisé pour autant, on décide d'insister. On a attendu jusqu'à la fin de la séance et la sortie des ministres et sénateurs de l'hémicycle. Mais tiens, il ne manquerait pas quelqu'un? Madame Belloubet, excusez-moi, bonjour. Je cherche Agnès Buzyn. Est-ce que vous l'avez vu sortir de l'hémicycle? Oui, je crois, mais je n'ai pas prêté attention, je crois. D'accord, merci. Non. Non? Vous n'avez pas fait attention? Non, j'ai pas fait attention. D'accord, merci. Elle est dans le couloir. Elle est dans le couloir, Madame Buzyn? Oui. Elle se cache? Vous Ah, pensez c'est ça. Donc là, la ministre de la Santé se trouve exactement juste derrière ce mur. Et donc, vous voyez, le monsieur, là, il ne veut pas me laisser passer parce que j'ai pas le droit donc, de mettre le pied juste ici. Les journalistes n'ont pas le droit de passer de l'autre côté. Donc nous, on ne peut pas l'atteindre parce qu'elle est juste derrière ce mur. Et donc, il y a les 2 portes qui sont ici et là. Et on est obligé d'attendre ici. Seconde tentative. Madame la ministre, s'il vous plaît. Ici. Juste ici. Madame la ministre, s'il vous plaît. J'avais juste une question sur Immonetics. Oui, juste une question. Pourquoi, sur les machines Immonetics, aucune évaluation du risque n'a été faite? Je veux juste... Est-ce qu'elle va venir répondre à nos questions? Vous allez venir répondre à une de nos questions? Encore raté. Jamais 203, on tente une dernière fois. Excusez-moi, Madame la ministre, pourquoi vous ne voulez pas répondre à nos questions sur les machines Immonetics? Go, Adonis, go. Juste là, on bouge pas. On ne bouge pas de là. Madame la ministre, s'il vous plaît, pourquoi, en 2017, une évaluation du risque sur les machines Immonetics n'a pas été faite? Incroyable. Suite à ce tournage, nous redemandons officiellement une réaction du ministère de la Santé. Toujours aucune réponse. Or, si les machines à plasma ont été suspendues, les machines à plaquettes, les MCS+, restent en service au sein des établissements français du sang et des hôpitaux. Notamment au centre de transfusion sanguine des armées, équipé exclusivement par des machines Immonetics. Et selon nos lanceurs d'alerte, ces MCS+, seraient même plus dangereuses. La partie incriminée de ce disposable, de ce kit, c'est le joint tournant. Il faut savoir que ce joint tournant, c'est le même pour tous les kits Immonetics, que ce soit les kits de plasmaphérèse, les kits de plaquettes, de prélèvement de plaquettes, ou les kits qui vont au bloc opératoire, puisqu'on a aussi une section bloc opératoire. Aujourd'hui, seules sont arrêtées les machines de plasma. Les machines de plaquettes continuent à tourner. Et elles sont beaucoup plus dangereuses. C'est d'une extrême gravité parce que les machines MCS+, sont des machines qui sont, contrairement au PCS2, encore plus dangereuses parce que par design, on ne peut pas les régler. Et donc, elles sont susceptibles de délivrer encore plus de particules noires. D'ailleurs, en 2012, à la première, ce que j'appellerais la première crise des particules noires, 90% des particules noires étaient issues de ces MCS+. Et les autorités sanitaires le savent, encore une fois. Donc... Dès le début de notre enquête, nous avions sollicité, sans succès, une interview des dirigeants de Immonetics en Suisse et aux États-Unis. Finalement, en octobre 2018, la multinationale nous a adressé une réponse. Comme les autorités de santé françaises l'avaient affirmé précédemment, ainsi que l'ANSM et l'EFS, l'ANSM a confirmé qu'il n'y avait pas de risque avéré pour les donneurs et les patients. 8 ans après le début de la crise des particules noires, le fabricant américain continue donc à estimer que ces machines ne présentent pas de risque avéré pour la santé. Mais alors pourquoi une telle opacité? Pourquoi les autorités refusent-elles de s'exprimer? Et qui se cache derrière cette multinationale américaine, leader mondial dans le prélèvement de plasma? Enfin, comment expliquer qu'après toutes ces années, le risque toxique véritable n'ait pas encore été évalué en Europe? Une chose est sûre, les méthodes de Immonetics ont déjà été épinglées par la justice. À la fin des années 2000, un scandale de corruption avait secoué l'Italie. Le directeur commercial de Immonetics avait été condamné à 3 ans et demi de prison pour avoir rémunéré pendant des années le ministre italien de la Santé afin qu'il favorise les machines américaines.
le ministre lui-même avait été condamné à 3 ans de prison pour corruption. Et sa puissance, Haemonetics la tient aussi de ses actionnaires. La banque Goldman Sachs, Natixis ou encore le fonds d'investissement BlackRock. BlackRock, dont le président Larry Fink entretient d'excellentes relations avec Emmanuel Macron. Il y a quelques mois, il venait même rendre visite au président français afin de préparer l'installation du siège de son fonds d'investissement en France suite au Brexit. Et oui, Haemonetics, ça pèse. Vous allez continuer à vous battre ? Oui, bien sûr. Tant que j'aurai de l'énergie, et je pense que c'est vrai pour mes camarades, bien évidemment, et on en aura toujours, parce que derrière, on a des patients, des donneurs, on a un système transfusionnel qui est beau. Le système français, c'est vraiment un système éthique, où le sang, c'est pas de l'argent. Le sang, ce n'est pas de l'argent, mais derrière se cache tout un système où s'entremêlent lobbying de sociétés pharmaceutiques toutes puissantes et autorités sanitaires qui continuent manifestement, 30 ans après le scandale du sang contaminé, à gérer les problèmes dans la plus grande opacité.